parle de votre livre, La médiocratie. Alors, il y a eu cet événement la semaine dernière, dimanche passé, l'élection française, premier tour. Comme ça, qu'est-ce que vous inspire? Vous avez parlé, on l'a compris, d'Emmanuel Macron, ce représentant pour vous de l'hypercentre. Et à l'autre côté, Marine Le Pen. Quelle réaction par rapport à sa présence au deuxième tour? On assiste dans cette ère qui s'annonce à une nouvelle forme d'alternance. L'extrême centre a échoué. Le but de l'extrême centre, et on va le voir en Allemagne aussi bientôt, hélas. Emmanuel Macron n'a pas encore perdu. Non, mais l'extrême centre a perdu son pari. Le pari de l'extrême centre était de supprimer l'axe gauche-droite au profit d'un discours d'intérêt qui passe pour normal, naturel, pondéré, et qui a différents représentants qui, au fond, offrent la même chose avec un nouvel emballage ou un emballage différent. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on peut être social-libéral ou gaulliste social ou ainsi de suite. On se passe, au fond, le témoin, mais en restant dans l'entre-soi des prétendants au gouvernement. Cela échoue dans la mesure où on voit apparaître une nouvelle forme d'alternance entre ce pouvoir d'extrême centre qui est un petit peu accommodant pour différentes clientèles électorales, les étrangers, les femmes, les paysans, les étudiants. On va un peu comme ça saucissonner la société civile pour donner un petit peu à tout le monde un bout de gras, quelque chose pour le satisfaire, l'objet d'un compromis. Donc on va en quelque sorte accommoder des clientèles électorales pour un peu adoucir la violence du régime qui fondamentalement reste en phase avec ce qu'a été le capitalisme dans sa brutalité depuis le 19e siècle. Et d'autre part, dans le cadre de cette nouvelle alternance, des nostalgiques de ce pouvoir en tant qu'il est violent dans son origine. Donc là, vous avez des Trump, des Harper, des Le Pen et d'autres encore qui, eux, s'ennuient de l'époque où le pouvoir était brutalement violent, sans phare et imposait arbitrairement une volonté à l'avantage des uns et au détriment des autres en cherchant énormément de boucs émissaires pour satisfaire toute une classe intermédiaire. Et donc, cette nouvelle dialectique politique concourt au pire parce qu'elle fait disparaître l'axe gauche-droite et donc la gauche. Et au fond, ce qu'elle fait disparaître, c'est la possibilité qu'il y avait d'aborder les enjeux économiques, sociaux et politiques sur la base de l'intérêt général, de la chose commune, du bien commun, de la chose publique, des services publics, des institutions publiques. Et tout ce qui est public disparaît au profit d'un discours de la gouvernance où tout devient entreprise, tout devient en quelque sorte le reflet des pratiques et des cultures d'entreprise telles que pratiquées dans les organisations privées versus un pouvoir brutal, nostalgique, aveugle, mensonger, qui est celui de l'extrême droite. Vous dites, il y a une espèce de brouillard qui est fait comme ça par l'hypercentre, on ne sait plus si à la gauche ou à la droite. En même temps, peut-être que les gens, ils sont fatigués de cette alternance. Typiquement en France, allez, on fait 5, 10 ans avec la gauche, à droite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fatigue qui explique que des gens votent, on dit hors parti, des fois vous direz, c'est le même emballage, mais parfois c'est pas le même emballage. Si on prend le Front National, comme vous l'avez dit, c'est pas le même emballage. Dans les esprits, cette alternance gauche-droite continue d'exister en termes de référence, bien que, historiquement, on se trouvait déjà face à une extrême centre. Je veux dire, allez m'expliquer en quoi Laurent Fabius est socialiste. Allez m'expliquer en quoi Jérôme Cahuzac est socialiste. Je veux dire, même Michel Rocard, allez m'expliquer en quoi il est socialiste. Ce sont des gens qui ont simplement essayé d'outiller un tantinet, les laisser pour compte de cet ordre capitaliste face à des marchés qu'on n'a jamais voulu de la moindre façon entamer. On n'a jamais pensé fondamentalement ce qu'est la gauche, c'est-à-dire penser des modalités d'organisation et des médiations qui sont au plus près de ce qui relève de l'intérêt général, nonobstant les intérêts particuliers qui se sont imposés dans l'histoire. Et contre ces intérêts particuliers-là, la gauche a cessé d'exister. Et vous prenez même ceux qu'on présente comme des radicaux, comme Jean-Luc Mélenchon ou Gérard Filoche, ce sont encore de doux sociodémocrates qui essaient simplement un tout petit peu de dompter la bête. Mais personne n'est capable de parler aujourd'hui de nationaliser les banques, par exemple, ou de faire en sorte que les organisations du capital rendent aux collectivités ce qu'elles leur ont pris. Parlant en termes de dédommagement, par exemple, on en est incapable. Pourquoi? Parce que personne n'est capable de ce discours-là de gauche. Et donc, on a eu cette espèce de pseudo-alternance qui au fond, consistait toujours à respecter un extrême centre qui est depuis longtemps incarné en Europe par
par la Commission européenne. Donc déjà, on était face à ce problème. Et aujourd'hui, ce débat politique de type gauche-droite est une étoile morte. On sait très bien qu'il ne porte plus. Et on a eu en Emmanuel Macron, mais en d'autres instances aussi, d'autres acteurs, comme c'est tout le quinquennat de François Hollande et tous ces socialistes libéraux dont on voit pas ce qui les distingue des républicains ou d'autres forces politiques. Une incarnation de l'extrême centre face à laquelle se déploie aujourd'hui à titre d'alternance les tenants d'un État brutal et nostalgique. Alain Deneau, Jean-Luc Mélenchon, pour vous, il entre dans la catégorie des hypercentres? Je dirais qu'il est un social-démocrate modéré. Oui, tout à fait. Vous avez une vision large de votre hypercentre. C'est quelqu'un qui... évidemment, il y a une zone grise, mais ce n'est pas quelqu'un qui a pensé, par exemple, mettre à mal dans son programme ce qu'il en est du capital. Il a simplement voulu le domestiquer un tout petit peu. Mais en même temps, les exemples, vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nationaliser les banques ou comme ça? Il n'y a pas tellement d'exemples qui ont réussi jusqu'à présent. Est-ce que c'est faisable? Alors peut-être j'ai une attitude d'hypercentre en disant ça, c'est que je suis résigné, mais en même temps... La question se pose autrement. Nous sommes face à un système qui est en faillite. Nous sommes actuellement face dans une alternance où il y a d'une part des nostalgiques d'un pouvoir public cruel et brutal et les tenants de l'extrême centre qui défendent un pouvoir privé qui est tout aussi cruel et brutal. Et ces deux perspectives-là sont en faillite. Il n'y a pas d'avenir à cette perspective-là. Il n'y a pas d'avenir à une logique capitalistique qui prévoit, qui table sur la croissance, alors qu'on est dans un monde fini et qui crée des inégalités sociales, je veux dire, spectaculaires depuis des décennies. Aujourd'hui, les 8 personnes les plus riches de la planète détiennent l'équivalent de la moitié de l'humanité la plus pauvre. Je veux dire, c'est insupportable. Le désert avance, les glaciers fondent, le climat surchauffe, les terres s'érodent, les océans se vident de leurs poissons, le trou de la couche d'ozone s'agrandit, mais on continue comme si c'était viable, alors qu'on transforme des parts entières de la planète en de vastes poubelles et en certains endroits, l'air est littéralement irrespirable, mais on continue comme si ce qui comptait était de nature comptable. On sait que ce régime-là n'est pas viable. Et non, il ne s'agit pas de se demander si ça marche pas. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est ce que déjà Rosa Luxembourg annonçait, c'est qu'il y a plus de risques aujourd'hui à poursuivre dans le sens du statu quo qu'à tenter radicalement autre chose. On n'aura pas le choix de toute façon. À un moment donné, on le subira si on le décide pas. Mais vous prenez quoi, Alain Deneau? Qu'est-ce que vous prenez? Une révolution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas à l'état de prôner, il reste que me présentant comme un révolutionnaire non romantique, je pense froidement qu'il s'imposera de rendre révolu, ce qui est la révolution, là, rendre révolu les institutions comme la bourse, comme les accords de libre-échange tels qu'ils ont été négociés, comme les mécanismes de règlement différents entre les multinationales et les États. Il faudra rendre révolu ce qui nuit au bien commun. Et si on n'y arrive pas, on sera face à des formes de violence qui seront autrement plus dures et crues que ce à quoi on assiste aujourd'hui. On a quand même l'impression qu'on regarde en Europe, dans d'autres pays, qu'il y a une forme de révolte quand même. On parlait des partis, il y a de plus en plus de gens qui votent hors parti, où il y a des gens qui accèdent au pouvoir. Alors peut-être qu'ils entrent encore dans la catégorie de l'hypercentre, mais Cinque Stelle en Italie, des mouvements qui sont un petit peu, qui étaient hors radar, qui n'existaient pas et qui d'un coup arrivent. Ça, c'est pas comme une forme de révolte, c'est pas encore la révolution, mais une forme de révolte du peuple. Il y a possibilité révolutionnaire lorsque, effectivement, on se met à douter de ceux qui jusqu'alors passaient pour experts, passaient pour autorités, passaient pour garants du sérieux. En France, le jour où on rira quand Alain Minc viendra se prononcer à la télévision, il reconnaîtra le fait d'une grande farce quand Jacques Attali nous dira que le déménagement d'une usine de la France vers la Pologne est une anecdote, lorsqu'on sera capable soit de se montrer écœuré ou amusé par ce spectacle-là, au profit d'autres lectures, au profit d'autres propositions qui sembleront valoir le coup. À ce moment-là, il y aura, en tous les cas, des failles et une ouverture pour des transformations radicales, en espérant qu'à cette occasion-là, ce ne soit pas des forces fascistes qui l'emportent, mais au contraire des forces misant sur le partage, l'entraide,
la solidarité sociale. Et on voit cela pointe dans les programmes, en effet. Moi, j'ai jamais voulu étiqueter les uns et les autres. Nommément, je suis pas un commentateur politique. Je développe des concepts. Ce que je remarque dans un programme, puisque vous m'en parliez de celui de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a des aspects qui tendent vers toute autre chose. Mais on y est sourd. Lorsque, par exemple, Jean-Luc Mélenchon parlera d'une conversion écologique à l'économie de la mer. Personne n'est pas un journaliste qui est capable d'entendre ce qui est dit, de reprendre cela et d'en faire même un enjeu électoral. On fait comme s'il n'avait pas parlé. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec les paramètres du discours d'extrême centre qui est celui des médias beaucoup. Mais si on était capable simplement d'entendre cette proposition-là et d'en faire un thème électoral central, en disant, ben voilà, c'est une proposition qui mérite débat plutôt que de parler des costumes de François Fillon, des vertus des hologrammes. On avancerait beaucoup plus. Il y avait un candidat aussi qui était quelqu'un d'établi dans l'appareil d'État, qui est François Asselineau, qui proposait que la France se retire des institutions européennes. C'était une proposition qu'on pouvait entendre et à la clé, il y avait la privatisation d'institutions financières et d'autres mesures qui étaient vraiment de nature politique, qui consistaient à sortir de cette espèce de monologue intimidant de la part de faiseurs d'opinion et de journalistes patentés pour penser autre chose. Autrement, je ne dis pas que ce sont les partis pris que j'épouse moi-même, je suis pas là pour donner mes opinions, mais simplement pour penser à partir de concepts adaptés, ce face à quoi nous nous trouvons aujourd'hui, notamment en Europe. Merci beaucoup Alain Deneau. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris, auteur de nombreux livres dont Médiocratie, c'est paru chez Lux. Et pour celles et ceux qui voudraient aller un peu plus loin, qui veulent vous rencontrer, je signale que vous êtes au Salon du Livre à Genève. Vous aborderez notamment cette question de la médiocratie cet après-midi à 17h, mais vous serez aussi au Salon demain samedi. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci à Céline Zuffray pour l'assistanat de production, Nathalie Schoenberg pour le choix musical.